Aujourd'hui, on est très heureux de recevoir Maxence Brichoux qui vient de publier aux éditions des PUF Géopolitique des mers. Alors Maxence Brichoux, bonjour, est-ce que vous pourriez, avant de rentrer dans le dur, si je puis dire, vous présenter à nos spectateurs? Bonjour à tous et merci beaucoup pour cette invitation. Donc effectivement, Géopolitique des mers, je l'ai pris dans un sens de mon parcours, de relations internationales. Donc je suis chercheur associé au Centre Thucydide et enseignant à Paris 2, Panthéon-Assas. Et puis j'ai une carrière professionnelle dans l'industrie et dans l'administration publique qui fait que j'ai un peu les deux pendants de la géopolitique universitaire et plus pratique. Alors, je vais commencer peut-être par une tautologie, et d'ailleurs vous commencez par une évidence, vous ouvrez votre ouvrage par une évidence en disant que les espaces maritimes, les mers, sont avant tout des espaces physiques. Alors moi, ce qui m'a intéressé, c'est, première question, qu'est-ce qu'une mer? Qu'est-ce qu'un espace maritime? Et en quoi cette nature physique, géographique au sens premier du terme, influence la géopolitique qui se joue autour d'elle ou autour d'eux? Merci pour cette première question, parce qu'en fait, il y a une sorte d'ambition un peu épistémologique dans ce livre, c'est-à-dire, sans employer des grands mots, mais quand on dit géopolitique des mers, en quoi le facteur géographique, le plus physique, influence la politique et la manière dont les États déploient leur puissance sur les mers et les sociétés utilisent les mers. Et finalement, j'ai envie de dire, la distinction entre la terre et la mer est un peu au fondement de la géopolitique. Donc, si on croit qu'il y a quelque chose comme la géopolitique et une influence du facteur géographique sur la politique, et bien cette distinction entre la mer et la terre, elle est fondamentale, puisque finalement, la mer, c'est l'autre partie de la planète Terre, et qui a quelques caractéristiques assez fondamentales. Et la première, on pourrait dire que c'est la partie de la planète, 72% de la surface, que les sociétés humaines n'habitent pas, n'occupent pas, ce qui ne veut pas dire évidemment qu'elles ne les utilisent pas, qu'elles ne les exploitent pas, mais globalement, la mer est, comme le disait Alain Corbin, le territoire du vide. Et donc ce territoire du vide, il se définit négativement. C'est l'espace qui n'est pas la propriété des États, c'est l'espace que les sociétés n'habitent pas, et c'est l'espace sur lequel il n'y a pas de frontières, il n'y a pas non plus de propriété privée, et donc il n'y a pas ce phénomène qu'on observe sur la Terre, finalement, de compartimentation, de délimitation, d'où des caractéristiques plus positives des mers, si l'on peut dire, c'est que c'est l'espace de la globalité. Donc en stratégie navale, on parle généralement de l'océan mondial, qui fait que tout simplement, si vous avez une flotte à Toulon, vous pouvez l'envoyer en mer de Chine du Sud, par exemple, ou vous pouvez l'envoyer en Atlantique Sud sans passer par des zones de souveraineté d'autres États. Donc il y a cette mondialité. Et puis il y a cette fluidité qui renvoie à des caractéristiques physiques, évidemment, mais aussi à des caractéristiques politiques. Encore une fois, la haute mer n'appartient à aucun État, elle est un bien commun de l'humanité, et donc chacun peut y passer, y transiter, que ce soit pour des activités marchandes ou des activités militaires. Donc voilà, je pense vraiment que si on prend le zoom du plus loin, et si on regarde les choses du plus haut niveau, les mers sont cet espace géographique qui a des effets politiques très particuliers, en étant un commun sur lequel tout le monde peut passer, que tout le monde peut exploiter, et sur lequel, qui n'a pas encore, peut-être que ça viendra, été compartimenté entre les États, comme c'est le cas sur la Terre. Alors, votre ouvrage n'est pas un manuel, contrairement au titre qui peut-être pourrait le laisser penser, c'est avant tout un essai. Et un essai qui peut surprendre à première vue le lecteur, puisque vous utilisez bien entendu des références de géopolitique, vous avez une démarche de géopolitologue, mais en même temps, sans vous restreindre et en utilisant beaucoup d'autres auteurs, des historiens, des géographes et aussi des philosophes. Vous utilisez beaucoup d'ouvrages de philosophie. Alors, en quoi la philosophie peut aider à une meilleure compréhension des phénomènes géopolitiques ? Alors, effectivement, c'est une perspective que j'ai, il y a un peu la singularité du livre ou de ce que je propose dans cette réflexion. Bon, déjà, j'ai une sorte de position de principe qui est que je ne suis pas très attaché aux frontières disciplinaires, sociologie, histoire, voilà. Donc, je fais des relations internationales et donc, par nature, la dimension historique et philosophique est intégrée à ma réflexion. Ensuite, j'ai envie de dire, si on continue le fil des effets politiques de la mer sur les sociétés humaines, donc il y a cet aspect très politique, État, frontières, et jusqu'où les États se déploient sur les mers, mais on peut aussi penser que les mers ont un effet au niveau plus psychologique, culturel, donc ça a souvent été noté par le fait que
on dit qu'il y a des sociétés maritimes, il y a des sociétés qui au cours de l'histoire ont développé un certain rapport à la mer. Donc le cas le plus éminent, ça peut être Venise ou Amsterdam, les Provinces-Unies au XVIIe siècle qui ont déployé toute leur richesse et leur expansion sur les mers. Mais donc on peut tendre cet arc du physique vers le plus culturel ou sociologique en se demandant quels sont les effets des mers sur les sociétés humaines. Et il se trouve qu'en fait, un certain nombre de philosophes ont réfléchi à cette question. Je pense que le point de départ, comme souvent, c'est Platon. Et Platon, de manière intéressante, Platon, comme chacun sait, athénien, au 4e, 5e, 4e siècle, qui est vraiment dans une cité marchande, dans une cité commerçante, dans une cité maritime, le Pirée, les trirèmes. Et Platon est vraiment contre la mer, on peut dire, au sens qu'il pense la société idéale qu'il développe dans la République et dans les lois, qui est son dernier dialogue un peu moins connu, mais il précise que sa société idéale, sa cité idéale, n'est pas un port, n'est pas une cité maritime, mais dans les terres, parce que pour lui, la mer a des effets politiques et moraux délétères, puisque globalement, la mer, et c'est une idée qui sera reprise positivement ensuite à la modernité, mais la mer est l'espace de l'illimité, du dépassement de soi, de l'horizon indépassable, alors que précisément pour Platon, l'enjeu, c'est bien que la société soit limitée, ordonnée, et que les énergies soient d'une certaine manière régulées, tandis que la mer apporte cet imaginaire du dépassement perpétuel de soi. Voilà deux remarques plus actuelles, j'ai envie de dire, sur cet enjeu philosophique. C'est que globalement, cet imaginaire des mers, il est toujours très actif aujourd'hui, et là, au-delà des grands enjeux stratégiques, le succès du Vendée Globe, c'est vraiment la marque de cet imaginaire persistant de l'exploration, du dépassement de soi et des limites naturelles, le tour du monde en solitaire. Et d'autre part, la question écologique, j'ai envie de dire, remet Platon à l'agenda, puisque aujourd'hui, c'est bien la question des limites, du dépassement des limites environnementales, et de la question des limites politiques que l'humanité se met à ses activités. Et de ce point de vue-là, il y a une grosse partie du livre qui réfléchit aux enjeux environnementaux liés aux mers, puisque les mers, de cette manière, sont un peu, j'ai envie de dire, un commun, mais aussi une sorte de poubelle, pour le plastique, les gaz à effet de serre, tous les rejets des sociétés modernes et industrielles vers la mer. Et donc se pose la question de comment on va fixer collectivement une limite à nos activités sur mer, étant entendu que comme c'est un espace qui n'appartient à aucun État, il y a bien un enjeu de contrôle, de police des mers qui se pose. Donc peut-être pour synthétiser, faire un bouquet de tous ces éléments un peu longs, il y a vraiment dans toute la philosophie occidentale, on pourrait à la limite positionner les auteurs selon qu'ils sont plus ou moins favorables à la dimension maritime des sociétés. Et donc, chez Platon, il y a une franche opposition, parce que la société bonne est terrestre et limitée, tandis que chez Hegel, par exemple, la mer est vraiment considérée comme l'espace d'accomplissement et de dépassement des sociétés. Et en fait, ça renvoie un peu à cette thématique de croissance, décroissance. Est-ce que la bonne société est une société plutôt statique ou une société dynamique ? Alors, pour laisser un petit peu de côté cette dimension philosophique, vous parlez à plusieurs moments dans votre livre de la gouvernementalité spécifique des mers et des espaces maritimes. Alors en quoi justement leur gouvernementalité, je vais y arriver, se distingue-t-elle de celle des espaces terrestres ? Je crois que c'est vraiment le sujet fondamental de la géopolitique des mers. C'est un peu bateau, mais comme l'espace, comme l'atmosphère, les mers sont un commun ou une res nullius, c'est-à-dire quelque chose qui n'appartient à personne. Et appartenir au sens propre, puisque, encore une fois, la haute mer, comme ça a été défini dans la Constitution de la mer, qu'est la Convention de Montego Bay de 1982, n'appartient à aucun État, et a fortiori ne fait pas l'objet de titres de propriété de la part d'individus, comme vous pouvez détenir votre appartement ou un champ. Donc les mers sont ce commun, mais ce commun défini négativement comme étant l'espace qui n'est pas approprié par un État. Et donc se pose la question, évidemment, de la manière dont on gère ce commun, sachant que c'est un espace, mais c'est aussi des ressources halieutiques, ressources gazières, ressources pétrolières. Et donc, d'où une gouvernementalité, pour reprendre le terme un peu foucaldien, spécifique. Alors ce qu'on peut noter, c'est que l'une des manières de résoudre le problème,
c'était de territorialiser les mers et de dire finalement telle ou telle portion de la mer appartient à tel ou tel État, et c'est eux qui ont la responsabilité de la bonne exploitation des ressources qui y sont, d'où la notion, créée là aussi en 1982, de zone économique exclusive, jusqu'à 200 000 des côtes, où on a dit, c'est pas un territoire étatique, mais les États côtiers ont la responsabilité de la bonne gestion des ressources qui sont situées dans ces fameuses ZE. Donc là, du point de vue de la gouvernementalité, c'est intéressant, puisqu'on dit, on a un commun, et la manière dont on va le gérer, ben c'est d'arrêter d'en faire un commun et donc de définir des zones territoriales étatiques. Alors, ce dit en passant, c'est toujours le cas, ben, dès que vous définissez des frontières, forcément il y a des conflits, d'autant plus que ces frontières donnent droit à exploitation. Et donc aujourd'hui, un grand nombre des conflits de la géopolitique des mers portent bien sur les modalités de la territorialisation, que ce soit en Méditerranée orientale, la Turquie, la Grèce, Chypre, ou évidemment en mer de Chine du Sud, entre l'ensemble des pays riverains de cet espace en fait assez limité. Donc l'un des grands mouvements, c'est de dire, mais ça rappelle un peu le mouvement des enclosures fameux chez Marx, c'est on a un commun qu'on va compartimentaliser et individualiser. Mais nonobstant ça, reste du vrai commun, une zone qui n'a toujours pas été partagée, donc la haute mer, j'y ai fait référence. Et là, évidemment, c'est là où on se demande si l'humanité peut agir pour prendre soin, pour gérer convenablement ce commun qu'elle ne peut pas diviser, qu'elle ne peut pas répartir entre les différents acteurs. Alors évidemment, très pratiquement, la question est qui peut parler au nom de l'humanité? Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de discussions sur qui sont les vrais acteurs du système international, les États, les ONG, Elon Musk, le Hamas, enfin voilà, qui sont les vrais acteurs du système international. Et donc aujourd'hui, quand même, les États restent les principaux acteurs, puisque ce sont eux qui peuvent conclure et doivent appliquer les traités de droit international public. Et donc les États agissent, alors c'est très long, c'est pas au bon rythme des enjeux environnementaux, mais enfin c'est mieux que rien. Et donc en 1982, ils ont dit que le fond des mers en haute mer, donc qui recèle de ressources minières, constitue un patrimoine commun de l'humanité, et donc existe une autorité internationale des fonds marins qui est chargée de donner des permis de prospection et éventuellement d'exploitation pour ces fonds marins, pour ces minéraux, d'une part. Et là récemment, en 2023, a été signé à l'ONU un nouveau traité pour la biodiversité au-delà des juridictions nationales, donc précisément dans la haute mer, pour lesquels les États vont dire on va établir un certain nombre de processus pour s'assurer que les activités humaines n'ont pas d'impact trop négatif, et on va définir ce qu'on appelle des aires marines protégées, dont le nom veut un peu dire, voilà, ce qui est au cœur, c'est des zones sur lesquelles on va limiter, réguler les activités humaines. Ce qui pose la question quand même, je l'ai déjà mentionné, mais c'est bien de faire des règles. Encore faut-il savoir qui va les respecter, comment on va les appliquer. Et aujourd'hui, 2023, on ne peut pas dire que le droit international vale par lui-même, donc on est vraiment dans un moment de crise de l'effectivité du droit international, et ça pourrait être pareil sur les mers, on peut faire des traités, mais encore faut-il s'assurer que l'ensemble des États l'appliquent. Et là, pour prendre un cas très concret, on sait bien qu'il y a des activités de surpêche, de pêche illégale, de pêche non déclarée, qui font que toutes les actions des États pour mettre en place des quotas, pour essayer d'avoir une gestion saine des pêches, font face à des phénomènes de passagers clandestins, de contrebande. Donc la gouvernance, une sorte de gouvernance internationale se déploie, les États personnifient l'humanité, mais c'est long, c'est lent, et potentiellement, ça n'a pas d'effet effectif sur les pratiques des acteurs privés ou étatiques. Mais alors, est-ce que vous avez parlé des ZE qui sont quand même assez limités quand on considère l'ensemble des espaces maritimes, vous parlez de la volonté de protéger certains espaces, mais est-ce qu'avec la raréfaction des ressources halieutiques, ressources fossiles, etc., est-ce que ce mouvement des enclosures que vous mentionniez précédemment ne risque pas de prendre d'engager une nouvelle étape, et que cette haute mer qui est, comme vous l'avez dit, considéré jusqu'à présent comme un bien commun, est-ce que ça ne risque pas d'être à son tour borné, limité et être l'objet
d'échanges, ou en tout cas de conflits autour de la souveraineté et de l'exploitation de ces espaces. Ah ben clairement, d'ailleurs c'est déjà en plein dans l'actualité. Déjà, petit détail, l'essentiel des ressources sont en fait déjà dans les ADE, que ce soit les ressources halieutiques, voilà, je suis clairement pas un halieute, mais voilà, l'essentiel des poissons sont quand même plutôt proches des côtes, parce que c'est là où il y a de quoi se nourrir plutôt que dans la haute mer la plus profonde. Et pareil pour les autres types d'exploitation, que sont le pétrole et le gaz, et bientôt toutes les éoliennes maritimes, plus ou moins flottantes, posées. Donc l'activité humaine, voilà, ce que j'ai pas encore mentionné, mais les sociétés humaines se déploient de plus en plus sur les mers, plutôt à proximité des côtes, mais du coup, finalement, on observe de plus en plus sur les mers ce qu'on observe sur les terres, c'est-à-dire des conflits territoriaux, tout simplement, des conflits de frontières, des conflits de maîtrise des territoires pour pouvoir les exploiter. Et donc, effectivement, la question c'est, est-ce que les règles et les processus en place sont suffisants pour gérer ces tensions ? Et donc là, effectivement, on revient aux nombreux points chauds de la géopolitique des mers, sur lesquels il y a vraiment des conflits politiques, des rivalités politiques et des volontés qui s'opposent. Donc j'en ai déjà parlé, la Méditerranée orientale, qui est un relatif petit espace maritime, avec de nombreux États, Grèce, Turquie, Liban, jusqu'à la Libye, si on fait le tour, dans lequel on a découvert et mis en exploitation de nombreux champs gaziers, et sur lesquels, du coup, il y a des très fortes rivalités qui sont un peu similaires à ce qu'on pourrait observer sur Terre quand on sait qu'il y a une ressource qui ne peut pas être bougée, qui est physiquement présente, et donc c'est vraiment l'appropriation qui est le concept clé pour le comprendre. Un peu pareil en mer de Chine du Sud, éventuellement dans l'Arctique, étant donné que le réchauffement climatique conduit ou ouvre des possibilités d'exploitation de l'Arctique. Et donc là, on retourne vraiment sur est-ce que le multilatéralisme va pouvoir gérer ces tensions. Donc la Convention de Montego Bay, elle fixe des règles, elle fixe aussi des processus avec un tribunal, des moyens assez classiques du droit international de remédiation et de conciliation entre les États. Ce qui est important aussi, c'est que ces conflits sont toujours régionaux, donc potentiellement en parallèle, à côté du droit international universel, il peut y avoir essayer de trouver des arrangements un peu plus régionaux. Donc la Chine, l'ASEAN discutent une sorte de code de conduite. Alors ça fait plusieurs années qu'ils en discutent, mais potentiellement, c'est ce que pousse la Chine d'ailleurs, c'est son intérêt à vouloir régionaliser les sujets. Sachant typiquement que tout le monde n'est pas membre de la Convention de Montego Bay, la Turquie par exemple, ou Israël, ne sont pas membres de cette convention internationale, et donc peuvent en tirer un certain parti ou une certaine marge de manœuvre. Autre chose très, très importante et finalement plus globale, c'est les stocks de poissons, très importants, puisque finalement c'est une source de nourriture, donc c'est un enjeu pour la sécurité alimentaire mondiale. Là aussi, ce sont à la fois des communs et à la fois ils ont été appropriés via les ZEE, mais à la fois il y a des mécanismes de surpêche et de pêche illégale, de flotte dans les ZEE d'autres États, ce qui peut avoir des effets négatifs pour les populations locales qui ont accès, qui dépendent de la mer pour leurs ressources, singulièrement en Afrique, où il y a vraiment des activités de pêche bien connues, plutôt chinoises aussi, qui ont des effets évidemment négatifs sur les stocks, d'autant que, j'ai envie de dire, on est dans une situation où les enjeux environnementaux se cumulent avec les enjeux politiques. Évidemment, le réchauffement climatique ne fait pas l'affaire de la bonne santé des océans, et en particulier des stocks halieutiques. Donc, ils sont de temps en temps soumis à une forte pression, avec des possibilités d'effondrement de stocks, avec des impacts sur les populations qui en dépendent. Donc, c'est ça qui est intéressant en géopolitique des mers, à la fois les grands sujets, la disposition des mers comme zone d'exploitation, zone de transit du commerce international, des informations avec les câbles sous-marins, mais qui après se déclinent dans des situations locales qui peuvent avoir des effets directs sur des populations et des sociétés. Depuis le début de notre discussion, vous l'évoquez en permanence, sans forcément en parler de manière claire, mais avec la prise de conscience
d'une grande partie des acteurs étatiques, des acteurs privés, des acteurs semi-étatiques, des acteurs parapublics, etc., des questions environnementales. En quoi est-ce que la géopolitique des mers se voit redéfinie, si elle se voit redéfinie, et comment est-ce que les équilibres géopolitiques se redéfinissent à l'aune de ces enjeux environnementaux, climatiques, écologiques, etc. Alors, c'est évident que l'enjeu environnemental, voilà, change un peu tout, c'est quand même extrêmement structurant. Après, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on est tous cartésiens, et donc on divise les sujets. Et donc la gouvernance des mers se trouve un peu silotée, comme on dit en mauvais français, entre les différents acteurs internationaux et les différents sujets de la gouvernance des mers. Donc vous avez une organisation pour le transport maritime, vous avez une organisation pour la pêche, la FAO, et donc vous avez toute la gouvernance environnementale, voilà, sur la biodiversité, voilà, les conventions de Rio de Janeiro, 1992. Donc voilà, donc il y a une sorte de silotage. Et donc l'un des sujets, c'est est-ce que la somme des actions individuelles est à la hauteur de la protection des mers. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, in fine, tout le monde dépend quand même fondamentalement de la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, puisque les océans, avec les forêts, sont l'autre puits de carbone, et donc plus on émet, plus les mers absorbent, plus elles se réchauffent, plus elles s'acidifient, avec des effets de second tour sur les poissons, la grande barrière de corail. Donc in fine, à la fin, tout est dans tout, et c'est vraiment la régulation des activités humaines globalement qui doit être pensée à nouveau. Et puis après, on retombe sur ce sujet fondamental de est-ce que les mers sont un espace de liberté, libre circulation, libre exploitation, ou la protection environnementale va les faire évoluer vers une zone plus de protection, de réglementation des activités humaines, encore une fois, que ce soit de pêche, d'exploitation, d'exploitation des minéraux au fond des mers. Et donc c'est quand même le statut juridique, et fondamentalement le statut géopolitique des mers, qui d'un espace de liberté pourrait devenir un espace à conserver. Alors, ce qui est intéressant, et j'en finirai là, mais finalement, quand la protection est une forme d'activité humaine. Ce n'est pas un retrait de l'activité humaine, mais c'est un certain rapport des sociétés à la mer. Et donc on avait un rapport sous vraiment l'aune de la liberté canonique de navigation, d'exploitation. Maintenant on a un rapport de protection, de préservation, mais c'est quand même une sorte d'activité. Protéger est une activité, puisque, encore une fois, vous devez délimiter, vous devez légiférer, on peut exploiter, on peut ne pas exploiter, et vous devez faire respecter les règles que vous avez établies. Et donc, il ne faut vraiment pas voir la protection comme un sort de retrait de l'activité humaine, mais comme une mutation, comme une transformation de la manière dont les sociétés utilisent et se déploient sur les mers, encore une fois, cet espace très particulier comme territoire du vide, mais néanmoins essentiel au fonctionnement de nos sociétés. Alors, je rappelle, Maxence Brichoux, que vous êtes le récent auteur de l'ouvrage Géopolitique des mers, publié au PUF. Merci beaucoup pour votre livre et merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup à vous et bonne lecture, si je puis dire. Bonne continuation à la Société de géographie surtout.